Mon invité aujourd'hui est, je crois pouvoir le dire, l'inlassable pionnier du fédéralisme. Alexandre Marc, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain. Le fédéralisme aura occupé et occupe encore toute votre vie, mais on peut s'interroger sur ce mot qui n'a pas été souvent prononcé ces derniers temps, le fédéralisme. Qu'est-ce que le fédéralisme ? Eh bien, c'est une question difficile, vous le devinez, parce que tous les mots sont équivoques et tous les mots sont souvent dévalués par l'usage. Aujourd'hui, dans l'esprit de la plupart des Français, le fédéralisme est synonyme de l'Union européenne. Et certes, je suis moi-même un vieux militant de l'Union européenne, mais pour moi, le fédéralisme, c'est tout de même autre chose de beaucoup plus vaste. Et plus grave ? Plus grave, disons, plus prometteur, parce que le premier sens du terme est plutôt politique. Le fédéralisme, comme vous le savez, est né de la Révolution américaine et qui, à l'époque, ne pouvait répondre, et pour cause, qu'à des problèmes de type politique. Et de là, une tradition est née qui veut que le fédéralisme soit le mouvement vers l'union des États. C'est du reste une définition sous une forme erronée que donnait le petit Larousse il y a encore quelque temps. Mais il n'y a pas que ça. J'appartiens à une école que j'ai contribué à fonder avec Denis de Rougemont, Robert Aron et quelques autres, que l'on qualifie de fédéraliste intégral. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, nous pensons que les principes fédéralistes ne doivent pas seulement s'appliquer dans le domaine de la politique, ou comme on dit aujourd'hui, du politique, mais également en économie, dans le domaine social au sens le plus large du terme, et dirais-je aussi dans le domaine culturel. Vous êtes contre tout ? Nous sommes pas contre. Oh, ça y ressemble. Ce n'est pas notre tendance. Nous sommes pour un nouveau type de société. Notre premier mouvement s'appelait, il y a 40 ans, d'un titre qui lui aussi a été compromis, l'ordre nouveau. L'ordre nouveau, vous voyez, nous avons mis donc l'accent sur quelque chose de positif. Non pas la contestation pour la contestation, qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais l'affirmation de la possibilité de construire une société à hauteur d'homme. Mais lorsque certains mouvements de droite ont pris ce nom d'ordre nouveau, avez-vous été agacé par le choix qu'ils ont fait ? Eh bien, certains de mes amis se sont-ils souvenus de vous ? Je ne sais pas, je l'ignore. Je sais que mon ami Robert Aron a protesté par une lettre qui a été publiée dans la presse et qu'il a protesté également par une lettre adressée aux intéressés eux-mêmes, mais sans succès. Y a-t-il en ce moment, Alexandre Marc, un mouvement fédéraliste ? Il y a un mouvement fédéraliste qui s'appelle Union des fédéralistes européens et qui n'est pas tout entier tourné dans le même sens que cette école dont je viens de vous dire un mot, et qui n'est pas exclusivement fédéraliste intégral, qui comporte des éléments que nous qualifions de modérés ou hamiltoniens, c'est-à-dire ceux qui poussent, un peu comme le faisait Hamilton il y a 200 ans, n'est-ce pas, vers la constitution d'un grand État, l'État européen fédéré avec les États composants que vous connaissez évidemment. Mais il y a aussi au sein de l'Union des fédéralistes, et il y a également la tendance fédéraliste intégrale qui est représentée notamment, je dirais, par les fédéralistes français, par les fédéralistes belges et les jeunes fédéralistes allemands. Enfin, récemment, on a beaucoup entendu parler de ce mouvement, puisque était candidat à la présidence de la République Jean-Claude Sebag, qui se réclamait du mouvement fédéraliste. Eh bien, je suis content. Étiez-vous content de ce choix ? Étiez-vous d'accord pour cette représentation ? Je suis content de pouvoir également lui exprimer ma vive reconnaissance, parce que je crois que c'est à lui que je dois de parler ici aujourd'hui. Et il devait venir, assister même à cette conversation, mais quelque chose a dû l'en empêcher.
En tout cas, moi je pense qu'il a bien fait de se présenter pour une raison très simple. Beaucoup de gens ont critiqué notre attitude en disant que nous avons mis en avant des candidats qui n'avaient aucune chance d'être élus, mais bien entendu, nous le savions. Seulement, voyez-vous, cher monsieur, depuis 1958, nous n'avions jamais droit à la parole. À l'ORTF, on nous ignorait. Pourtant, le secrétaire général de l'époque de l'ORTF était un ancien fédéraliste. Ceci explique peut-être cela. Mais enfin, je ne veux pas être méchant post factum. Ce qui est un fait, c'est que c'est grâce à vous et à Jean-Claude Sebag, c'est la seconde fois que je m'exprime à la radio nationale depuis 1958. Combien êtes-vous de fédéralistes en France? Nous sommes très peu nombreux. Nous sommes une toute petite troupe, comme dirait Péguy, mais qui ne se rend pas. C'est toujours Péguy que je cite. Je ne veux pas dire quelques centaines, peut-être en étant très optimiste, on pourrait dire quelques milliers. C'est la parce plus petite que nous minorité, avons d'anciens étudiants, nous avons d'anciens qui ne sont pas actifs, mais qui restent attachés à nos idées. Vous considérez-vous comme un mouvement révolutionnaire? Moi, personnellement, je considère que la seule révolution de notre temps, c'est celle que nous préconisons, pour moi, depuis maintenant bientôt 40 et quelques années. C'est-à-dire que les révolutions qui se sont déroulées sous nos yeux, dont l'importance historique ne m'échappe pas, ont été des tentatives de rafistoler un régime qui fichait le camp. Et je ne vois pas de changement radical au cours de toutes ces révolutions qui se sont déroulées, qu'il s'agisse de la grande révolution bolchevique, que j'ai bien connue et sur laquelle j'ai beaucoup écrit, qu'il s'agisse du fascisme ou du national-socialisme, tout cela, à nos yeux, je m'excuse de le dire, ça peut paraître un peu prétentieux et un tantinet ridicule, ce sont des révolutions manquées. Il y a deux grandes familles de révolutionnaires. Les premiers sont des autoritaires et les autres sont des libertaires. Alors parmi les autoritaires, qui classez-vous? Parmi les fascistes et les communistes. Voyez, là je suis un maniaque à force d'écrire des ouvrages. Le mot d'autorité me paraît positif. Le mot autocratique, je l'utilise dans le sens où vous avez utilisé le mot autoritaire. Alors je dirais que le régime soviétique est autocratique par excellence, de même du reste que tous les autres régimes que j'ai déjà énumérés. Ce sont des régimes autocratiques. Le fédéralisme, lui, a la prétention de bâtir un ordre nouveau sur la liberté, à tous les niveaux, à tous les étages et dans toutes les dimensions. C'est une différence fondamentale et à mon avis, c'est cela la grande nouveauté du fédéralisme par rapport à toutes les autres doctrines, tous les ismes qui ont défilé sous nos yeux. Enfin, Alexandre Marc, vous avez un sens certain avec vos camarades, avec vos amis, de l'indépendance personnelle. Mais peut-on être tout à fait indépendant? Certains, lorsqu'ils veulent changer l'État, le changent pour le remplacer par un autre État. Vous les remplacez par vous-même. Non, nous ne sommes pas des anarchistes purs. Quelquefois, nous nous sommes déclarés... On a dit monarcho-syndicalistes. Anarcho-syndicalistes, oui, nous avons une tendresse. J'ai dit anarcho. Une tendresse pour la tradition anarcho-syndicaliste. Mais, en réalité, même si Proudhon écrivait anarchie avec trait d'union, oui, et que nous lui avons repris cette petite manie, nous ne pensons pas au dépérissement de l'État. En cela, nous nous distinguons non seulement des anarchistes sans trait d'union, mais des marxistes. Car les marxistes et les anarchistes sont d'accord sur un point, le dépérissement de l'État. Nous ne voyons pas beaucoup dépérir, ni en URSS, ni en Chine, ni même dans les pays de l'Est autres que l'URSS, mais enfin c'est toujours dans le dogme. Or nous disons que le régime fédéraliste entraînera le dépérissement des partis, mais pas de l'État. Il faut bien reconnaître toutefois que vous êtes les ennemis intégraux de l'État. De l'étatisme, cher monsieur. Pas de l'État, de l'étatisme. C'est-à-dire de ce processus que nous avons comparé à un cancer
qui fait que la société est peu à peu dévorée par l'État qui se mêle de tout, mal du reste, qui fait mal toutes les besognes et qui finalement détruit la société sur laquelle il vit. C'est en cela que nous sommes anti-étatistes. Mais nous croyons que des appareils, des instruments de type étatique sont inévitables aussi longtemps que les êtres humains ne seront pas des anges. C'est-à-dire tout de même pendant encore un certain temps. Alexandre Marc, avant le passage de Jean-Claude Sebag à la télévision lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, avant ce passage-là, la France était-elle consciente qu'il existait un mouvement comme le vôtre, même s'il n'est que de quelques centaines de membres, comme vous le disiez à l'instant? Bien, la France, à mon avis, et la France c'est un bien grand monde, n'est-ce pas? Il est évident que les masses populaires n'en étaient pas conscientes. Chacun de nous, et moi en particulier, nous avons parlé dans des centaines de réunions et dans toutes les provinces de France. Mais malgré tout, c'est resté limité. Et alors donc, si nous avons cherché à pousser des candidats fédéralistes, parce qu'il n'était pas le seul, on nous a reproché d'en avoir poussé deux. Il y avait mon ami et collègue, le professeur Guy Hérault également, qui a représenté le fédéralisme. Mais si nous l'avons fait, c'est justement pour que les Français comprennent enfin qu'il y a quelque chose qui s'appelle fédéralisme, qui est du reste, sans tomber dans le nationalisme, pas dans le stato-nationalisme en tout cas, qui du reste est d'inspiration française, car nous procédons tous de Proudhon. C'est une vieille tradition du socialisme français, et si nous nous proclamons socialistes, nous sommes des socialistes proudhoniens. Y a-t-il des jeunes parmi vous? Ah, heureusement, oui. Les jeunes en ce moment sont sensibles à ce que vous dites? Ah, nous avons beaucoup de jeunes, ne fût-ce que parce que je dirige le Centre international de formation européenne, et qui organise des stages, des séminaires, des colloques et des sessions post-universitaires, tant en France, à Nice. Nous faisons partie, notre institut de Nice fait partie de l'université de Nice, qu'à l'étranger, enfin l'étranger n'est pas un mot que j'aime, en Italie, en Vallée d'Aoste. Nous avons un collège qui fonctionne depuis maintenant 16 ans. Vous n'aimez pas le mot étranger, pourtant, parce que vous voulez refaire une Europe, et c'est bien, mais oui, il y aura toujours un étranger face à l'Europe. Ah oui, mais l'étranger commence très, très près de nous, n'est-ce pas? Dans un village de Provence que je connais, on appelle étrangers les gens qui habitent à 3 kilomètres. Et lorsqu'un mien cousin a épousé une fille de ce village, tout le monde se lamentait en disant pourquoi est-il allé chercher une étrangère? Mais comme le mot étranger a beaucoup servi à couvrir des intérêts qui n'osent pas dire leur nom, et je préfère dire des Européens. Eh bien, les Italiens sont des Européens, et surtout, je dirais pas surtout, mais notamment en Vallée d'Aoste, qui est une vallée bilingue, où on parle français d'une façon touchante, parce qu'il y a une fidélité à la langue qui subsiste, et on parle italien, bien entendu. La majorité est tout de même italophone depuis quelque temps déjà. Eh bien, dans cette vallée, aussi bien qu'à Nice, nous enseignons le fédéralisme. Et les jeunes viennent à nous, nombreux, n'est-ce pas? Au moment même où je vous parle, commence près de Nice un stage où il y aura une soixantaine de Français, d'Allemands, de Britanniques, d'Italiens, etc. Et pendant que je parle, se déroule également un voyage de nos étudiants de Nice à Bruxelles, au siège de la communauté européenne. Mais quelque chose a dû vous conduire à être ce que vous faites, à être plutôt ce que vous êtes et à faire ce que vous faites. C'est l'amour de la justice, comme dirait Proudhon. Mais pas la justice de l'État. Oui, peut-être, mais je ne crois pas. Je crois que c'était vraiment, au fond de moi-même, cet amour de la justice qui a marqué mon enfance, mon adolescence, et que vers quoi j'ai toujours tendu. Mais il est difficile de s'analyser soi-même, et je peux me tromper sur mon compte. Là où je suis sûr de ne pas me tromper, ça, c'est dans l'affirmation que je n'ai jamais douté du bien fondé de notre cause, malgré les difficultés et les épreuves que nous avons subies. Vous savez bien
que, par exemple, sur le plan de l'unification européenne, dont je vous ai dit que ce n'était que l'une des composantes de la doctrine fédéraliste, nous avons été stoppés pendant près de 15 ans. L'idée européenne n'évoluait plus et on pouvait se demander si elle n'était pas condamnée à disparaître. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je rentre de Bruxelles, où j'ai vu beaucoup d'amis, et je suis un tout petit peu plus optimiste. Je pense que grâce notamment au changement de la politique de notre pays, il y a des perspectives qui s'ouvrent. Elles ne sont pas triomphales, elles ne sont pas ce que nous désirons, nous qui sommes maximalistes. Elles sont un commencement. Il y a une brèche et nous pensons pouvoir l'exploiter dans les mois qui viennent, notamment en suscitant peut-être un nouveau congrès de La Haye. Vous vous souvenez sans doute de 1948 où le congrès de La Haye a donné le signal de départ des manifestations européennes et des constructions européennes imparfaites. Je sais bien que nous sommes toujours très critiques à leur égard. Mais quand même, ça a été le mouvement. Et puis, ça a été l'immobilisme. Bien, je pense maintenant, nous sommes à la veille d'un moment où le mouvement va de nouveau succéder à l'immobilisme. Vous êtes un rêveur, un utopiste, ou au contraire vous êtes lucide et vous voyez très bien les choses? Vous êtes en tout cas l'un de ceux qui peuvent juger le plus sereinement l'Europe. Oui, vous savez, l'utopiste, c'est toujours votre voisin, ce n'est jamais vous-même. On ne se déclare jamais utopiste. Par conséquent, là aussi, je suis mal placé pour juger. Je crois que le fédéralisme s'inspire essentiellement du respect du réel. Ça fait partie de notre doctrine philosophique et j'ai souvent développé cette thèse que le fédéralisme est un réalisme. Mais c'est un réalisme révolutionnaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous partons du réel. Nous ne nions pas l'existence du réel. Nous ne voulons pas le coucher sur le lit de Procuste. Mais c'est que nous voulons se le transformer conformément à ses composantes et aux aspirations profondes du peuple. Mais y a-t-il un beau résultat de fédéralisme quelque part dans le monde? Un exemple. Mais un exemple, vous l'avez cité vous-même, cher monsieur, c'est l'anarcho-syndicalisme de l'époque héroïque, ça a été l'exemple d'une organisation fédéraliste. On pourrait citer, bien entendu, d'autres exemples. Non, un pays. Un pays, celui qui a essayé de se rapprocher, je ne dirais pas de nos idées, car je ne pense pas que nous l'ayons inspiré du tout, mais qui a essayé de se rapprocher de l'idéal fédéraliste, c'est la Yougoslavie. Toutefois, je crois que le point de départ de cette expérience yougoslave a été faussé par l'appartenance de la Yougoslavie au bloc stalinien. Évidemment, la Yougoslavie a rompu avec le stalinisme et s'est opposée à Staline, chose impardonnable et que Staline, s'il avait vécu, n'aurait pas pardonné. Mais elle a gardé des traces de son origine et je pense qu'elle a beaucoup de peine à surmonter certaines tentations. Aujourd'hui, nous assistons à un processus de raidissement en Yougoslavie, alors qu'on pouvait s'attendre à un souffle nouveau. Ce processus de raidissement est dû, d'après nos amis yougoslaves, peut-être à l'âge du maréchal Tito. Vous savez, on finit par vieillir et devenir quelque peu conservateur. Mais tout de même, l'expérience yougoslave est tout au moins pleine d'enseignements. Positifs surtout, mais négatifs également. Êtes-vous plus combatif qu'autrefois, ou moins combatif qu'autrefois? Vous avez quel âge, Alexandre Marc? 72. Vous êtes né où? À quel endroit? Je suis né à Odessa, en Russie donc, en 1904. Pourquoi en Russie? Bien parce que ma famille habitait la Russie et étant enfant, j'ai navigué entre la France, où il y avait une branche de ma famille, et la Russie jusqu'en 1917-18. C'est-à-dire que j'ai vécu la révolution bolchevique. Je l'ai vu, nous avons pu partir après, grâce à l'énergie que nous avons déployée pour rejoindre la France, mais ça a été fort difficile. Et j'ai frôlé la mort étant gosse plus d'une fois.
Est-ce cette enfance qui vous a déterminé à être ce que vous êtes maintenant? Bien, il est évident que c'est la tradition française, puisque je me réclame de Proudhon, et j'y dirais aussi peut-être de Péguy, et un tout petit peu de Bernanos. C'est une tradition française. Mais peut-être que dans l'expérience bolchevique que j'ai vécue étant enfant, mais à laquelle je peux dire je participais très activement, puisque à l'âge de 10 ans, j'ai participé à l'établissement d'une imprimerie clandestine. Vous voyez, on commence tôt dans une révolution. Du reste, aujourd'hui, nous voyons des lycéens de 10 ou 12 ans qui défilent en criant à bas habit ou des choses semblables. Mais vous les comprenez, vous les soutenez dans ce qu'ils font, ces jeunes lycéens, ou vous ne les comprenez pas? Ah, mais je comprends très bien la révolte, la contestation, mais nous avons toujours affirmé, d'où le mot d'ordre, ordre nouveau, que la révolte seule est toujours inféconde. En 1968, nous nous sommes prononcés tout de suite et sans hésiter, tous les fédéralistes intégraux, pour le mouvement étudiant. Mais en même temps, j'ai écrit, je m'en souviens très bien, en disant c'est une vague qui va retomber, car elle n'est pas portée par une véritable doctrine. Et là, un homme dont je ne partage pas les idées, mais qui s'y connaissait au point de vue de l'action, Lénine, dit pas d'action révolutionnaire sans doctrine révolutionnaire. Or, cette vague de contestation sympathique, juvénile, pleine d'espoir, n'avait aucune doctrine de base. Et alors, elle était condamnée à retomber fatalement, c'est ce que nous avons vu, hélas. Les révolutions de demain seront donc des révolutions silencieuses, ordonnées. Ordonnées. On n'évitera pas les troubles, n'est-ce pas? Toute révolution comporte un élément d'imperfection. Mon ami Dandieu, qui est mort trop tôt, et qui était un grand homme, disait le sang versé par une révolution mesure son imperfection. Eh bien, donc il y a toujours des troubles, il y a toujours de l'écume à la surface de l'océan. Mais l'essentiel d'une révolution aujourd'hui, c'est la transformation des structures. Ce n'est pas le coup de feu sur les barricades. Le coup de force aujourd'hui est quasiment impossible. Il reste encore possible peut-être dans des pays où l'armée se mêle de politique, comme le Portugal ou le Chili. Mais dans nos pays, on ne peut concevoir un coup de force. À tort ou à raison, il faut y renoncer. Donc, il n'y aura jamais de coup de force chez nous. Ah non, ça, je ne pense pas que le fédéralisme puisse s'accomplir par un coup de force. Nous devons attendre de la conscience de nos contemporains un engagement profond qui leur permette de lutter pour cet idéal de liberté dont je vous ai parlé. Si nous les mettons, comme les totalitaires ou les autocrates, dans des camps, et puis nous leur mettons des chemises de couleur et des bottes, et on les fait défiler, eh bien ce n'est plus du fédéralisme, nous savons que nous sommes sur le chemin de la dictature. Alexandre Marc, dans les années 30, avec Denis de Rougemont et Robert Aron, vous avez été l'animateur de ce courant personnaliste. Exactement. Mais lorsqu'on voit ces noms, Denis de Rougemont, Robert Aron, Alexandre Marc, on s'aperçoit que ce sont des noms de philosophes. Alors votre doctrine est tout à fait philosophique. Le philosophe peut-il entrer dans un mouvement révolutionnaire? Il le raconte d'abord. Philosophes, nous ne sommes ni les uns ni les autres. Enfin, vous faites de la philosophie. Nous faisons de la philosophie parce que tout un chacun fait de la philosophie. Et quand on dit qu'on n'en fait pas, on fait de la mauvaise philosophie. Vous connaissez la maxime. Alors, ni Denis de Rougemont, mon très vieil ami, ni Robert Aron, également un autre très vieil ami, nous ne sommes des philosophes de métier. Robert Aron est plutôt historien. Denis de Rougemont est essayiste, moi-même je suis un touche-à-tout, et notamment je m'intéresse beaucoup aux problèmes économiques. Évidemment, j'ai publié aussi 2 ou 3 ouvrages de philosophie. Mais présentement, ce qui m'intéresse, c'est l'approfondissement de la doctrine économique du fédéralisme. Et c'est à cela que je compte consacrer les dernières années de vie qui me restent. Vous avez parlé de Péguy et de Bernanos. Que trouvez-vous chez Péguy et chez Bernanos qui aident ce mouvement fédéraliste
et qui réussissent à vous convaincre? Bien, je dirais que Péguy, à mon avis, c'est un proudhonien pur, et même physiquement. Ce sont de grands chrétiens. Proudhon, comme vous le savez, était un anti-catholique, oui, anti-clérical, mais Péguy, n'est-ce pas, qui aujourd'hui passe trop souvent pour un fils obéissant de l'Église, n'en a jamais franchi le seuil. C'était un catholique de l'extérieur, si j'ose dire, c'est qu'il ne diminue en rien la valeur de sa foi. Comme du reste, ça a été le cas de Simone Veil, que j'ai également beaucoup connu. Eh bien, Péguy, il nous apporte quelque chose d'irremplaçable et qui a été souvent méconnu, notamment par Henri Guillemin, dont je regrette beaucoup les attaques contre un homme comme Péguy. Eh bien, il nous apporte une conception proudhonienne, française et sorelienne aussi, parce qu'il y a Georges Sorel, du socialisme. Et Péguy n'a jamais abandonné, contrairement à une légende qui circule, le socialisme pour le catholicisme. Ce sont des images d'Épinal. Lorsqu'il a redécouvert la foi, il est resté très fidèle à l'idéal socialiste. Il est resté jusqu'au bout de sa vie. Et aujourd'hui, où un homme comme Jacques Viard, qui est un spécialiste de Péguy, que je ne suis pas, a découvert des textes inédits de Péguy, aujourd'hui nous pouvons le prouver par des textes. Lorsque je l'affirmais il y a 40 ans, j'étais souvent tourné en dérision parce que certains textes manquaient. Mais aujourd'hui, c'est une évidence. Péguy est resté socialiste jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais changé d'idée et c'est un socialisme tel que nous le concevons qui préconisait. Et il y a des textes vraiment saisissants de Péguy qu'on peut republier aujourd'hui sans en changer une virgule et qui vraiment définissent le socialisme révolutionnaire tel que les syndicalistes de l'époque héroïque, tels que Proudhon, tels que Pelloutier, dont j'ai eu l'occasion de parler ici même, l'ont défini. Vous avez cité le nom de Simone Veil, et Simone Veil a très bien connu également Gustave Thibon, le philosophe, et lorsqu'on parle de tous ces philosophes, de tous ces gens de lettres, on s'aperçoit quand même que ce sont des gens qui ont été pris par l'ordre, par la notion de l'ordre. Alors, un anarchiste est un homme qui aime l'ordre aussi. Bien, Monsieur Jeanret, ancien président de la Commission européenne et qui est président de notre centre, m'a dit que j'étais un anarchiste autoritaire, pour utiliser le terme que vous avez employé au début. C'est peut-être possible. Discipliné. Il est évident que les anarchistes, avec trait d'union, je ne parle pas de ceux qui, comme la bande à Bader en Allemagne, n'est-ce pas, s'inspire de l'idéal anarchiste pour commettre des crimes crapuleux. Mais je parle des anarchistes de la grande tradition anarchiste, aussi bien en Russie que Bakounine, Kropotkin, oui, n'est-ce pas, que de la tradition française, Élisée Reclus, etc. Eh bien là, on peut dire c'est vrai. Les anarchistes, dans un sens, aiment l'ordre. Mais ils aiment l'ordre qui est fondé sur la liberté. Ils détestent tout ce qui est tyrannie, tout ce qui est oppression inutile. Je sais bien, nous acceptons certaines contraintes. C'est en cela peut-être que nous ne sommes pas des esprits chimériques. Mais ces contraintes, il faut les réduire au strict minimum. Aujourd'hui, l'État, et pas seulement en URSS, en France, s'occupe de tout, nous rend la vie impossible, difficile en tout cas, difficile. Et nous en sommes réduits à lire des couplets sur la participation, mais jusqu'ici ce ne sont que des déclarations proclamatoires. Nous ne participons à rien. Vous pensez qu'un pays sans pouvoir est possible ? Non, non, ça jamais. Alors ce serait votre pouvoir. Non, si vous étiez président de la République, d'abord dans un pays fédéraliste, dans une fédération, y aurait-il un président ? Bien, il y a 2, 3 systèmes possibles. Il y a le système présidentiel tel qu'il existe aux États-Unis. Donc un pouvoir. Il y aura toujours un pouvoir. Mais d'après un slogan dont je suis quelque peu responsable, nous disons, dans une société fédéraliste, le pouvoir est partout, même au centre. Vous voyez que donc, en cela, nous nous distinguons
des anarchistes purs. Mais le pouvoir est partout, à tous les niveaux. Il est dans les communes, il est dans les usines, il est dans les entreprises, il est dans les régions, il est dans les ethnies. Vous savez que nous avons une grande tendresse pour les ethnies opprimées, où qu'elles soient, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous souffrons, bien qu'il s'agisse d'un phénomène que tout le monde passe sous silence, nous souffrons parce que nous savons que les Kurdes traversent une très mauvaise passe. Seulement là, personne n'en parle, ou très peu. Pourquoi? Parce que les Kurdes sont attaqués par des Arabes. Et les Arabes aujourd'hui sont à la mode chez nous, notamment dans les milieux de gauche, et même, je dirais, d'extrême gauche. Alors là, on passe le problème sous silence. Enfin, les morts n'ont pas tous la même valeur et les hommes non plus. Exactement, vous l'avez dit. Il y a 100 ans, Proudhon prophétisait, et j'ai retenu une de ses phrases, je l'ai même notée. Le 19e siècle, disait-il, sera celui du fédéralisme. Le 20e. Le 20e siècle sera celui du fédéralisme, ou bien l'humanité recommencera un purgatoire de 1000 ans. Oui. Eh bien, j'en suis convaincu. Alors, vous imaginez qu'il y a eu déjà un purgatoire qui a duré 1000 ans? Ah bien, le purgatoire dont il parle, n'est-ce pas? Il dit recommencera. Recommencera, n'est-ce pas? C'est évidemment la chute de l'Empire romain, c'est toutes les invasions qu'on appelle barbares, ce qui n'est pas gentil pour certains peuples, etc. Mais je pense tout de même que ce qui visait reste juste, à savoir, en ce qui me concerne, je suis convaincu que si un minimum de fédéralisme n'est pas réalisé prochainement, notamment chez nous, sur notre continent, je veux dire, eh bien nous allons vers une 3e guerre mondiale. Je sais bien que c'est une prévision qui est très mal acceptée. Lorsque nous avons publié Denis de Rougemont, Robert Aron, Jean Jordan, Daniel Robes, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il a été pendant longtemps des nôtres, et quelques autres, une brochure qui était intitulée « La guerre qui vient », tout le monde nous a cru un peu visionnaires, un peu fous. Eh bien, malheureusement, la guerre est venue. Nous nous sommes trompés de date. Nous l'avons prévue pour 1935, elle a éclaté en 1939. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que si la fédération européenne ne se fait pas, eh bien la guerre mondiale, la 3e guerre mondiale, mûrira lentement mais irrésistiblement. Et vous pouvez donner une date? Ah non, bon, parce que vous êtes dangereux, vous aviez prévu 35. Nous avions prévu pour 35 à l'époque parce que tout de même la situation était beaucoup plus simple. Il y avait le nazisme, on voyait l'avènement de cette force noire, on voyait la menace qui se profilait. Eh bien, nous avons calculé que l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1932 devait s'accompagner d'une mobilisation générale du pays. Il fallait 3 ans dans notre esprit. Et alors, c'est comme ça qu'on a. Mais aujourd'hui, les éléments sont beaucoup plus complexes. Alexandre Marc, un fédéraliste comme vous, comment comprend-il qu'en temps de paix, on puisse continuer la guerre? Je pense au Cambodge, je pense au Vietnam. Mais il n'y a pas de temps de paix, cher monsieur, il n'y en a pas, n'est-ce pas? La paix a été faite, Depuis la 2e guerre mondiale... On en a assez parlé de la paix. Oui, on en parle beaucoup. À partir du moment où c'est signé, on a dit c'est la paix, oui. On s'en tient à cette formule, à cette signature, c'est la paix une fois pour toutes, oui. Même s'il y a des morts tous les jours. Écoutez, permettez-moi de vous dire que ce blablabla ne nous a jamais trompés. Avant... entre les 2 guerres, n'est-ce pas, mondiales, la première et la 2e, on parlait beaucoup de la Société des Nations, du désarmement collectif, de la sécurité, qu'est-ce que je sais encore. Eh bien, nous avons dit, écrit à l'époque, hélas, tout ça, c'est fragile, c'est insuffisant, et avec tout ça, nous allons justement à une catastrophe. Bien, aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est l'Organisation des Nations Unies, qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, qui représente la Société des Nations. Elle est impuissante, tout le monde le sait, mais comme le disait le général de Gaulle, n'est-ce pas, ce machin, il en impose quand même à tout le monde parce que c'est une tribune d'où la propagande part dans toutes les directions. Mais l'efficacité de l'action des Nations Unies est malheureusement
très limité. Et alors, nous disons, ce n'est pas par des artifices de ce genre qu'on peut empêcher la guerre. Si l'Europe se constitue en fédération, l'Europe devient une force dans le monde. L'intérêt de l'Europe est d'éviter le choc entre les deux super grands, parce que ce choc va se produire sur notre sol. Nous sommes donc sûrs d'avoir une politique de paix, parce que c'est notre intérêt vital. Ce n'est pas toujours sûr, mais en l'occurrence, je crois que c'est infiniment probable. Eh bien, je pense que c'est la première étape. Je suis convaincu qu'il faudra chercher une forme d'unité mondiale, parce qu'il y a des problèmes qui se posent à l'échelle du monde. Le problème de l'énergie atomique ou de la bombe atomique, les deux faces du même problème se posent non pas à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle du monde. Le problème de l'énergie, nous ne pouvons pas le résoudre pour nous tout seuls. Donc, il y a des institutions mondiales qui doivent naître, mais qui doivent être efficaces, alors que celles dont nous jouissons, si je peux dire, elles sont d'une inefficacité remarquable et d'une partialité dont on a pu se rendre compte ces temps derniers. Alexandre Marc, je le rappelle, vous êtes directeur général, en plus de ce que vous êtes déjà, vous êtes directeur général du Centre international de formation européenne, vous êtes directeur de l'Institut européen des hautes études internationales. Alors je me pose cette question, croyez-vous très sincèrement à l'Europe? Pensez-vous qu'un jour on puisse faire l'Europe, on puisse en faire un pays? Et à ce moment-là, faudra-t-il un drapeau pour ce pays? Faudra-t-il une armée pour ce pays? Faudra-t-il un hymne pour ce pays? On recommence pays, tout le reste? C'est peut-être l'expression peut-être trompeuse. Moi, je crois à la réalité des régions. Et je crois qu'une région est quelque chose qui vit, qui vibre, qui a une continuité, une tradition. Un pays, qu'est-ce? Si on prend pays comme synonyme d'État, les États se sont formés un peu au hasard des guerres européennes et la frontière passe là où l'armée de tel ou tel pays s'est arrêtée. Il n'y a pas de véritable logique dans la constitution des États. Évidemment, nous devons partir des États. Pour faire l'Europe, il ne faut pas s'y tromper, nous ne pouvons pas partir des régions qui n'existent pas chez nous en France, qui existent faiblement en Italie, qui existent tout de même en Allemagne, mais n'ont pas de compétences internationales, et ainsi de suite. Par conséquent, il faut partir des États tels qu'ils sont. Est-ce que les États sont capables, si vous voulez, de constituer une véritable fédération européenne? Non pas au sens intégral du terme, parce que là, le problème devient plus difficile, mais au moins au sens politique. Bien, je crois qu'on peut répondre oui, mais seulement en période de crise. Nous avons toujours défendu cette idée que les États n'abdiquent une partie de leur pouvoir autocratique que lorsqu'ils sont menacés. Comme dans les partis politiques. Exactement, exactement. Il y a du reste une complicité entre les partis politiques d'une part et les États d'autre part. Ce sont des phénomènes qui sont nés en même temps. Très curieusement, déjà à la fin du XVe siècle. Bien, mais je ne veux pas faire de l'histoire. Ça nous entraînerait trop loin. Je reviens donc à votre question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des États européens qui sont disposés à conclure un véritable pacte fédéral entre eux, mais pas tous. Je pense par exemple que la Grande-Bretagne n'est pas encore mûre. Et c'est un point sur lequel j'ai toujours été très réservé, contrairement à la plupart de mes amis, notamment de mon ami Étienne Hirsch, qui est, lui, président du mouvement fédéraliste européen depuis déjà de longues années. Alors, j'ai toujours pensé que les Britanniques mettront plus de temps que nous à évoluer, étant donné leur caractère insulaire notamment. Ce n'est pas une idée originale. C'est ce qui est important, c'est leur côté insulaire. Oui, le côté insulaire. Je connais les Britanniques, je les aime, je n'ai aucun complexe anti-britannique, je l'ai prouvé sous la Résistance, mais je suis convaincu qu'ils sont venus un peu trop tôt et qu'ils vont poser des problèmes. Alors quels sont les pays qui ne poseront aucun problème? Aucun, ça n'existe pas. Tous poseront des problèmes. Mais je pense que ce qui est important, et là je fais preuve d'un certain nationalisme, mais vous savez très limité, c'est l'initiative française. Vous voyez, tout ce qui a été réalisé, et mes amis
Allemands, Italiens le savent. S'ils étaient là, ils le diraient à ma place. Tout ce qui a été réalisé, la haute autorité du charbon et de l'acier, le marché commun, enfin plutôt la communauté économique européenne pour parler correctement, Euratom, mais tout ça, c'est né pour une très large part. Pour le marché commun, il y a eu une initiative néerlandaise que je n'oublie pas, il ne faut pas être injuste. Mais quand même, pour une très large part, disons 80 à 90% d'initiatives françaises. C'est lorsque la France n'a plus pris d'initiative que le processus s'est arrêté. Mais Alexandre Marc, l'Europe, c'est aussi un état d'esprit, c'est une affaire de cœur. Arrivera-t-on un jour à oublier ce qui s'est passé avec l'Allemagne? Ça n'est pas si vieux. Et on voit, dès qu'on remue ces histoires, regardez ce que ça fait comme secousse. Oui, mais vous savez, je suis suffisamment âgé pour avoir connu les années 18-19 et j'étais déjà enclin à envisager une solution européenne, mais je me souviens qu'à l'époque c'était impossible, on ne pouvait pas en parler. En 1939-45, dans la résistance et même en dehors de la résistance, nous avons souffert, à mon avis, beaucoup plus qu'en 14-18. Eh bien, tout de suite après, on a pu parler du rapprochement avec l'Allemagne et de l'Union européenne. Pas partout. Les Néerlandais, par exemple, sont restés farouchement anti-allemands beaucoup plus longtemps que nous. Tandis que nous, on a cherché tout de suite, et pourtant on sortait de la résistance. L'un des chefs fédéralistes qui, malheureusement maintenant, s'il m'écoute, il comprendra que je le regrette, Henri Freinet, qui était le chef de l'armée secrète et qui donc, au point de vue résistance, a joué un rôle primordial, qui a été un fédéraliste énergique, remarquable et efficace, eh bien, il est allé tendre la main aux Allemands immédiatement après la fin de la guerre. Alors qu'en 14-18, ce n'était pas concevable ni possible. Donc nous avons fait du chemin. Et les autres pays, les Néerlandais ont gardé une dent contre les Allemands pendant des années. Mais ça se calme quand même. Les plus anti-allemands, au fond, sont peut-être les Britanniques. Seulement, comme ils sont discrets, ils le disent moins. Enfin, il faut quand même une grande force de caractère pour oser tenter des rapprochements à certains moments. Prenons un homme que je connais bien, que j'estime comme Yehudi Menuhin, le violoniste, immédiatement après la guerre, lui, juif, lui ayant souffert, a tenté un rapprochement avec les musiciens allemands. Après la guerre des 6 jours, il a donné 2 concerts à Londres. Le premier était au bénéfice de l'État d'Israël et le deuxième au bénéfice des réfugiés palestiniens. Mais quels hommes seraient capables de faire passer l'amour avant la haine? Ah, moi, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Et je ne voudrais pas citer trop de noms, mais je me souviens d'une femme qui avait perdu son mari et son fils dans la résistance, fusillés par les Allemands, et qui est allée parler en 46, si je ne me trompe. J'étais avec elle, Madame de Suzannet, la comtesse de Suzannet. Elle est allée parler à Francfort, à la radio, pour dire « Je viens parler avec vous parce que je n'ai plus rien, j'ai perdu ma famille et il ne faut pas que ça recommence. Et je viens vous dire qu'il faut que nous, ensemble, nous fassions quelque chose pour que cela devienne impossible, inconcevable. » Et j'ai vu autour de moi les mécaniciens, tout le personnel pleurer à chaudes larmes. Eh bien, elle a eu ce courage tout de suite après la guerre, n'est-ce pas? Enfin, 1 an après la fin de la guerre à peu près. Et je pourrais vous en citer beaucoup d'autres exemples, mais l'heure tourne. Non, la haine, on ne construit rien sur la haine. On n'a jamais rien pu construire sur la haine. Évidemment, il a fallu se battre. Dans la résistance, nous n'avions pas le choix. Nous étions obligés de résister à cette force qui était le mal incarné, n'est-ce pas, le nazisme. Mais on n'avait pas de haine. Moi, je crois pouvoir dire pour mes camarades qui sont tombés, qui sont morts, qui ont fait preuve de plus de courage que moi parce qu'ils ont risqué davantage, en nom de ma belle-sœur qui a été déportée à Auschwitz parce qu'elle transportait des armes
et que c'était risqué à l'époque, eh bien, je ne connais aucun cas de haine autour de moi, sauf peut-être un marginal, mais de quelqu'un que je ne nommerai pas. Alors. Pour certains, pardonner, c'est faire acte de lâcheté. Bon, c'est une mauvaise conception, les gens peuvent se tromper. Du reste, il ne s'agit pas tant de pardonner. Pardonner à qui? À quoi? Nous avons été tous plus ou moins complices de tout ce mal qui s'est accompli. Voilà. Eh bien, la mauvaise politique que nous avons faite a conduit au désastre. Nous étions là à crier attention, vous faites une politique à l'égard de l'Allemagne et qui va finir par provoquer un choc en retour. On n'a pas voulu nous écouter. À l'époque, Charles Maurras, je me souviens dans l'Action française, une fois m'a dénoncé en disant « ce jeune homme », ça m'a flatté, je n'étais plus tout à fait un jeune homme, a des illusions sur l'Allemagne. Je n'en avais aucune. Mais justement, parce que je n'en avais pas, je savais qu'il fallait, comme on l'a dit plus tard, attacher l'Allemagne à l'Europe. Eh bien, on ne nous a pas entendus. En France, à l'époque, on était encore beaucoup moins nombreux que nous ne le sommes aujourd'hui. Alors finalement, nous en sommes également responsables. La mauvaise politique que la France, à mon avis, a suivie pendant une quinzaine d'années à l'égard de l'entreprise européenne, où elle jouait un rôle primordial, comme je l'ai déjà dit, eh bien cette politique, nous la payons. Nous la payons, c'est fatal. Alexandre Marc, revenons aux fédéralistes que vous êtes. Au départ, on peut considérer qu'il y a l'anarchiste. L'anarchiste tombe dans le fédéralisme et vous êtes fédéraliste. Alors peut-on dire également que le fédéraliste est un pacifiste? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la deuxième fois que je parle ici à la radio depuis 1958. Alors c'était parce que on ne faisait pas grand cas de vous et vous étiez peu nombreux ou parce que vous êtes dangereux? Je crois que nous n'étions pas dans la ligne de la politique de l'ORTF de l'époque. Je vous ai déjà dit qu'il y avait ici des gens qui nous connaissaient bien et pour cause, parce que nous avons contribué à les former. Puis ils nous ont tourné le dos et puis ils n'ont plus voulu faire appel à nous. Et puis la politique officielle paraissait s'orienter dans un autre sens. C'est toute la tragédie de la personnalité du général de Gaulle que j'ai connu à partir de 1935, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, et dont je croyais qu'il serait peut-être le général Washington de l'Europe, mais qu'il ne l'a pas voulu ou qu'il n'a pas pu, ça reste pour moi mystérieux. Il faut des recherches historiques. J'ai été en rapport avec lui jusqu'en 62, époque à laquelle je crois qu'il m'en a voulu pour un article et nos rapports se sont distendus et même ont cessé, pour dire la chose. Alexandre Marc, vous ne pensez pas que dans n'importe quel mouvement, fût-il comme le vôtre fédéraliste, il y aura toujours des tentations dictatoriales, totalitaires? Donc on a stricte orthodoxie. Je suis dans la vôtre, peut-être. Oui. Il y a toujours une tentation du pouvoir. Donc il faut s'armer contre cette tentation. C'est-à-dire il faut prévoir des canaux, des barrages, des écluses, des forces. Les Américains parlent sur le plan strictement politique de balance. Il faut des balances, mais c'est un terme qui vient de Proudhon, terme de balance. Enfin, pas pour les Américains, mais pour nous. Balance, ça veut dire quoi? Il faut des équilibres tels que la tentation du pouvoir qui existe chez tout homme et qui existe dans tout mouvement... Et qui existera toujours. Et qui existera toujours tant que les hommes n'auront pas d'ailes dans le dos et ne seront pas des anges. Eh bien, il faut que cette tentation soit empêchée de se réaliser par des barrages successifs à tous les niveaux. N'est-ce pas? Le fédéralisme préconise une extrême décentralisation, pas dans le sens trompeur où le terme est souvent employé aujourd'hui, mais dans le sens le plus radical. Nous pensons à la liberté des communes, des régions, des ateliers, des entreprises. Eh bien, à chaque niveau, il faut qu'il y ait des barrages contre la tentation du pouvoir, de l'abus du pouvoir, qui est dans la nature humaine et qu'il faut savoir combattre, de même que l'agressivité. L'agressivité est dans la nature humaine et ça peut être une bonne chose. Proudhon l'a écrit dans son ouvrage sur la guerre et la paix.
On lui en a beaucoup voulu, parce que c'était un esprit paradoxal et qui quelquefois effrayait ses contemporains. Eh bien, elle l'a dit, n'est-ce pas? L'agressivité fait partie de la nature humaine et elle a permis de produire beaucoup de bonnes et beaucoup de belles choses. Mais il faut la limiter, sans quoi elle risque de nous détruire, de détruire toute l'humanité. En fait, Alexandre Marc, vous êtes devant l'État comme Pascal devant l'homme. Oui, ça ne me déplaît pas d'être comparé à Pascal, j'accepte ça. Je parle d'une attitude. Oui, c'est seulement, dommage. Le plus froid des monstres froids. Oui, remarquez, c'est Nietzsche qui a dit l'État le plus froid des monstres froids. Ouais. Maintenant, Le Monde, journal sérieux pourtant, à 2 reprises, je crois, prêté cette phrase au général de Gaulle. C'est vrai? Seulement, il l'a prononcé en citant Nietzsche. Alors je rends à Nietzsche ce qui lui appartient. C'est le plus froid des monstres froids. Et c'est vrai, l'État n'a pas d'âme. C'est pourquoi on ne peut pas bâtir sur l'État. Comme le font certains, encore aujourd'hui, dans leurs déclarations. On peut bâtir sur la nation, sur le peuple. On fait du nationalisme à ce moment-là. Pardon? On fait du nationalisme à ce moment-là. Ah non, la nation est un phénomène où Péguy passe pour nationaliste, et il passe pour nationaliste parce qu'il a beaucoup aimé la France et qui est légitime, et il a beaucoup aimé les autres pays, il l'a dit en toutes lettres, mais il était français. Et on aime sa famille avant d'aimer la famille des autres. Mais il n'a jamais été stato-nationaliste, comme nous disons. Il n'a pas confondu la nation France avec l'État. Vous vous considérez comme français ou comme européen? Ah non, je me considère avant tout et à la base comme occitan. Ensuite, je me considère comme français. D'où êtes-vous pour vous considérer comme occitan? Ah mais vous savez que je suis né en Russie. Loin, mais je me suis assimilé à la Provence, j'ai épousé une Provençale, je vis dans la région depuis longtemps. Maintenant c'est à Nice, c'est pas tout à fait la Provence, mais enfin c'est pour des raisons professionnelles. J'espère revenir en Provence bientôt. Et c'est ça la base de ce que nous appelons l'épanouissement de l'homme, être libre et responsable. La phrase est, je crois, de Denis de Rougemont, si elle n'est pas de lui, elle est de moi. On se confond quelquefois parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. L'homme libre et responsable est celui qui est enraciné quelque part. Ce n'est pas un cosmopolite déraciné. Mais ensuite, je me considère comme français parce que la culture française, l'enseignement français m'ont formé, et parce qu'il y a dans la vocation de la France, peut-être que je me trompe, il y a une grandeur qui me touche plus particulièrement. Mais je suis également européen, parce que depuis 50 ans, n'est-ce pas, un demi-siècle, c'est long, je lutte pour l'unité de notre continent, sachant que si cette unité n'est pas faite, le monde entier ira vers des catastrophes. Ce n'est pas seulement d'une manière égoïste que je pense à l'unité européenne. Je pense que c'est un élément incomparable d'équilibre mondial. Et sans cet élément, je vois des avenirs sombres et qui déchantent, qui ne chantent pas. Avec Denis de Rougemont, Robert Aron, vous travaillez encore aujourd'hui, en 1975, vous êtes aussi fier qu'autrefois? Eh bien, que dans les années 30? Avec Denis de Rougemont, nous restons tous les deux très proches et très solidaires. Robert Aron a été quelque peu souffrant, il continue son combat fédéraliste, mais j'espère qu'il va prononcer un discours fédéraliste à sa réception à l'Académie française dans un mois. Mais il est moins engagé peut-être dans le combat immédiat, mais je le vois quand même souvent, et nous conservons encore cette solidarité de pensée et qui est la marque même du fédéralisme intégral, parce qu'avant d'être action, nous sommes pensée, bien que la pensée, pour nous, ne se sépare jamais de l'action. Alexandre Marc, existe-t-il quelques phrases très simples pour définir le fédéralisme? Oui, il existe. Si je vous disais 2-3 phrases. Eh bien, il existe une phrase très simple qui est que le fédéralisme, c'est l'unité dans la diversité. C'est une des plus belles. Unité dans la diversité. Nous croyons l'unité de l'Europe, l'unité de la France, l'unité du genre humain, mais dans la diversité. Lorsqu'on nous reproche quelquefois de vouloir fondre la France dans un magma européen, cela nous fait de la peine, parce que c'est à l'opposé de notre doctrine.
Eh bien, il y a une autre phrase qui est de Proudhon. Et si on dit la diversité dans l'unité, non, ça ne va plus. La diversité dans l'unité, ou si ça peut vous plaire, j'accepte. Vous savez, en général, la dialectique veut qu'on puisse renverser les termes. Mais il y a une autre phrase de Proudhon que j'aime bien aussi. Le fédéralisme, c'est le règne du droit. Eh bien, ce n'est pas mal non plus. Si on prend le droit, non pas dans son sens formel, contre lequel Proudhon était, mais dans son sens profond, au sens de justice, eh bien, le fédéralisme est le règne de la justice, ou du droit. Voilà 2 phrases simples, mais il y en a beaucoup, vous savez, il y a toute une collection de phrases simples. Et nous aurions pu passer beaucoup de temps encore, Alexandre Marc. Je vous signale que demain, je recevrai un de vos amis. Il est du Club de Rome, il s'agit d'Aurelio Pecci. Eh bien, ça me fait grand plaisir. J'espère que vous le saluerez de ma part, parce que c'est un Européen convaincu, que c'est un homme très indépendant. Je ne partage pas toutes les idées du Club de Rome. Du reste, ils sont en train de les corriger eux-mêmes. Mais je considère que le fédéralisme a quelque chose à puiser là-dedans. Et nous, fédéralistes, nous restons toujours ouverts. C'est-à-dire toujours jeunes. Enfin, nous parlerons de tout cela demain avec Aurelio Pecci. Je rappelle que mon invité aujourd'hui était l'un des pionniers du fédéralisme, Alexandre Marc. À demain, bonsoir.